Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition en compagnie des meilleurs experts. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film, un studio de production de contenu et une plateforme de vidéos à la demande, Sellers, que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Pendant toute la durée du Vendée Globe, Pause Report devient Pause Report Live, enregistré en public à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient, entièrement consacré au débrief du Tour du Monde en solitaire. Un événement rendu possible grâce au soutien de nos partenaires. Arken, d'abord, spécialiste mondial de l'accastillage, dont le matériel équipe une grande partie des concurrents du Vendée Globe, que ce soit les winches, les colonnes, les rails et les poulies ou les systèmes hydrauliques. Le défi Azimut ensuite, le rendez-vous du mois de septembre pour les IMOCA qui mélange run de vitesse et course au large à Lorient, devenu chaque année la dernière répétition avant la grande course de l'automne et un passage obligé pour toute la flotte IMOCA. Merci à eux, je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report Live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Pause Report Live enregistré ce lundi 23 décembre depuis l'auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient en public, vous l'avez entendu, avec le soutien de nos partenaires Arken et le défi Azimut. Chaque semaine pendant toute la durée du Vendée Globe, c'est ici que l'on explique, décortique, décrypte et analyse ce qu'il s'est passé sur la course en compagnie de nos consultantes et nos consultants. Ce soir, il n'y a pas de consultante pour la première fois. En 7 plateaux, on n'a pas réussi à avoir d'invité féminine, mais on se rattrapera sur les épisodes suivants. Avec nous ce soir, et je vous demande de les applaudir, juste à côté de moi, Corentin Auro, vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec 2023, notamment, et cette année de la Finistère Atlantique sur l'ultime Banque Populaire. Vous pouvez l'applaudir 2 fois même. À l'autre bout de la table, un autre figariste, longtemps figariste, vainqueur de la Transat en double Concarneau-Saint-Barth en 2021, avec Nils Palmieri, si ma fiche est bonne. Mais surtout, co-skipper. Je ne sais pas si on dit co-skipper, conseiller. Enfin, en tout cas, tu travailles depuis 3 saisons avec Justin Métro, qui fait un Vendée Globe assez incroyable. Et tu es aussi spécialiste météo. Et tu n'aurais jamais dû être là. Tu aurais dû être sur le trophée Jules Verne avec Gitana. Si tout s'était bien passé, on peut applaudir Julien. Et entre les deux, Antoine Loriot-Prévost, architecte naval associé chez VPLP, en charge des IMOCA. Et chez qui on doit regarder avec plaisir le comeback de Boris Diesel-Hermann, je vais l'appeler comme ça, on a dit ça à chaque fois, donc vous pouvez applaudir Antoine. Et nous aurons donc entre 18h45 et 19h30 Paul Mella, le skipper de Biotherm, qui est 9e ce soir à un peu plus de 1600 000 des leaders et qui, m'a dit son staff de communication tout à l'heure, enchaîne les empannages mais sort après pour 18h45. On va voir la précision d'un coureur du Vendée Globe quand il manœuvre. Alors, on a commencé à discuter avant l'émission, ce qu'il ne faut jamais faire. On va mettre la carto, Xavier, comme ça on aura un petit support pour pouvoir la montrer à tout le monde. Quasiment à chaque émission, à chaque épisode, je dis bon, ça commence à faire beaucoup, 500 000, ça commence à faire beaucoup, 1000 000. Et là, je vais vous redire, les gars, désolé, ça commence à faire beaucoup. 1417 000 pour Thomas Rabian, 1499 pour Jérémy Bayou, 1543 pour Nico Lunvel. Ce soir, les 2 leaders vont passer dans la nuit le Cap Horn. Ils sont même un petit peu en avance par rapport à la prédiction de Franck Camas dans un épisode précédent, qui les voyait à Noël. Donc là, c'est même presque une journée avant Noël. Ils sont bien en avance désormais sur le record d'Armel Lecléache. Alors du coup, cette course commence-t-elle à être pliée ou pas ? Vous avez 2 heures. Qui se lance le premier ? Allez, parlez bien près des micros. Hein. Julien. Ça serait dommage dans 3 semaines avant l'arrivée de dire que la course est pliée. Et déjà pour la simple et bonne raison que ça fait... Pour arriver si vite au Horn, il faut beaucoup tirer sur les bateaux. Donc il nous reste encore l'épée de Damoclès de finir en un seul morceau. Pour gagner, il faut finir. La remontée de l'Atlantique, c'est très long. Stratégiquement, c'est sûr que je préférerais être à la place de ceux qui ont 1500 000 d'avance. Alors, tout le monde a dit ça à chaque émission. Je préfère les avoir, mais vas-y.
Donc voilà, je préfère avoir les 1500 milles d'avance. Et bon, a priori, le début de leur remontée, leur passage du Horn fait qu'il n'y a pas de scénario immédiat dans lequel ils vont perdre beaucoup. Faudra regarder plus à partir du milieu de semaine prochaine, j'ai l'impression, avec un anticyclone qui peut leur barrer éventuellement un peu la route, mais de là à perdre 1500 milles, ils ont déjà un système météo d'avance sur le reste. Alors on verra la suite un petit peu après. Corentin, toi ton sentiment sur quand tu vois tel écart, je suis obligé de cliquer sur moins pour qu'on voit le reste de la flotte, quoi. Mon sentiment, c'est que on voit vraiment deux flottes. C'est intéressant de voir la flotte de derrière, entre guillemets, là, avec Thomas à Justine. On a l'impression que c'est une petite solitaire du Figaro, donc ça c'est sympa à voir. Et puis ouais, comme tu dis, c'est vrai que là le podium est quasi dessiné, à part grosse casse, mais ouais, ça va se jouer pour la victoire entre Charlie et Johan, je pense. Et toi, après... tu te mouilles un peu plus que tes petits camarades, quand même. Ouais, je pense que c'est des marins que je connais pas mal. Je sais que Charlie, il a vraiment très 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 envie de la gagner, donc il lâchera rien jusqu'au bout. Et je pense qu'il est capable de gagner même avec un bateau à 80 ou 70% de ses performances. Et Johan, je le connais aussi et il lâchera rien non plus. Et puis Seb, on l'attendait tellement pas là que je pense que c'est pareil, il va tout faire pour essayer de rejoindre les Sables d'Olonne le plus vite possible avant les camarades de derrière. Alors Sébastien, il a un peu décroché, hein, il a plus de 400 000 de retard, parce que cette fois, une partie de la séquence dans le Pacifique s'est faite du mauvais côté pour lui, du côté où il a plus de foil. Un petit mot quand même sur le fait que c'est pas n'importe qui, le duo de tête, c'est un duo qui a beaucoup navigué ensemble quand ils étaient chez Skipper Massif, et l'un contre l'autre. Et je crois que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, mais quand ils avaient fait la saison 2000 de mémoire, je sais plus laquelle c'est. 2016, voilà, merci. Ils avaient, toi, t'avais fait la. Non, mais ils avaient, à eux deux, ils avaient gagné toutes les courses du championnat. Donc c'est en plus une formule. C'est une formule gagnante pour les deux, quoi. S'échapper comme ça, c'est un peu comme à vélo. Tiens, toi qui fais du vélo, Corentin. Ouais, non, mais c'est sûr que ça prouve déjà que la filière Skipper Massif, c'est un sacré programme. Et aussi, comme tu l'as dit, ils ont tout gagné aussi en IMOCA depuis 2 ans. Je crois que si on regarde les stats, ils ont pas. Ah si, Thomas aussi. Thomas a quand même fait. Mais ils ont Jacques Vabre, Rome, Jacques Vabre, de manière significative. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est un peu les 3 bateaux qui ont trusté les premières places. Donc ils sont à leur place. Et ouais, c'est un peu malheureux pour Thomas qui mériterait d'être avec eux à la bagarre, on va dire. Ça peut jouer comme ça, que ça soit quand il y a une échappée comme ça, que ça soit 2 coureurs qui s'entendent bien, qui se respectent, qui se sont déjà largement mis sur la gueule des années auparavant, mais qui savent aussi que c'est assez vertueux. Enfin, c'est pas neutre que ça soit ces deux-là qui soient partis, quoi. Ouais, non, c'est sûr que je les connais bien, ils doivent se pousser. Enfin, je connais, même s'ils s'entendent bien, c'est une rivalité. Moi, je sais que par exemple, si je suis à côté de Julien, qu'on se connaît très très bien depuis qu'on est gamin, on va essayer de tout faire pour eux-mêmes encore plus que quelqu'un d'autre. Donc là, c'est peut-être un peu ce qui se passe. Ils doivent mettre les bouchées doubles pour essayer de doubler l'autre. Mais ouais, c'est impressionnant ce qu'ils font. Là, ils se tiennent. C'est incroyable. On n'avait jamais vu ça, quoi. Et la trajectoire est assez remarquable aussi. Il y a un empannage. Et puis depuis 2 jours ou 3 jours, ils sont sur le même bord. Ils vont aller jusqu'au Horn comme ça. Alors que derrière, on voit, comme tu le disais bien, ça tricote un peu dans tous les sens, quoi. Ça, c'est un petit peu la réussite, la chance, on va dire. J'aime pas trop parler de chance, mais la réussite de la météo. On dit souvent que les plus riches deviennent encore plus riches, et là, ça a été le cas, quoi. C'est une vérité sur ce Vendée Globe depuis le début. On a l'impression que ça part par devant, mais depuis 40 jours. Ouais, c'est souvent comme ça. Hein. Après, mais là, à ce point-là, parle-en à Yannick Destaven dans la remontée de l'Atlantique. L'expert météo, il va nous parler de ça, mais ouais, moi, en tout cas, c'est souvent comme ça que ça se passe. Julien ? La patate chaude filée par ton copain ? Ouais, non, il n'y a pas de patate chaude, mais je pense que c'est Charlie qui a assez bien résumé ça à un moment, peut-être dans cette émission d'ailleurs, où vous lui demandiez si c'était pas confortable d'être derrière ou de vivre, comment il vivait sa place de premier. Et il le résumait bien en disant que sur une course aussi longue, ces successions d'enchaînements météo, des fois, il se passe 3 jours où il va pas se passer grand-chose niveau météo. Et donc tout le monde est à peu près dans les mêmes systèmes, et puis arrive la possibilité de faire un cut entre guillemets, un cut de météo entre une partie de la flotte et les premiers, et puis d'être devant
Des fois, l'élastique se tend, puis ça revient par derrière, puis ça retend une nouvelle fois, ça revient par derrière, et puis au bout du 3e, du 4e ou du 5e, ça casse. Et là, on voit que régulièrement, l'élastique casse et ça a lâché une première partie, une deuxième partie, et maintenant, ils sont plus que 2. Ils sont très groupés, donc d'élastique à casser entre les deux, il n'y en aura pas pour l'instant. Mais c'est ce phénomène où ils se sont dit inlassablement, peu importe si je prends de l'avance. Et d'ailleurs, on voyait que Charlie, dans ses vidéos, le vivait assez bien, le fait que Johan revienne comme ça. Parce qu'à un moment, il avait 300 000 d'avance. Il aurait pu imaginer, dans une autre configuration météo, vraiment bonifier ça et être tout seul devant. Là, il y a que Johan qui est revenu sur lui, mais se retrouver à 2 et larguer tout le reste, c'est un gros bonus, même si on a plus 300 000 d'avance sur le deuxième. C'est ce que je disais deuxième. tout à l'heure là. Vaut mieux partir avec quelqu'un qui va t'aiguillonner, te pousser dans tes retranchements et pour continuer à partir par devant. Antoine, c'est quoi toi ton regard sur justement cette tête de flotte qui n'a fait que s'effilocher et là ils sont plus que deux avant de contourner le Horn et de remonter l'Atlantique. Mon regard, c'est on sent qu'il y a deux couples skipper-bateau qui fonctionnent extrêmement bien. C'est 2 skippers qui ont participé activement à la conception de leur bateau et on les sent hyper à l'aise sur leur bateau. Chaque bateau est vraiment différent entre le bateau de Johan et qui est typé complètement différent du bateau de Charlie. Et on les sent à l'aise sur leur bateau, on les sent à l'aise sur les points forts de leur bateau et à chaque fois qu'ils sont dans de bonnes conditions, ils allument. Un coup c'est Charlie, un coup c'est Johan. On les sent vraiment en phase avec leur bateau et du coup avec la météo, la petite réussite dont parlait Corentin tout à l'heure. Donc on sent que ça fonctionne, ça marche et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir les arrêter. Comment vous expliquez les à-coups qu'il peut y avoir ? C'est-à-dire, à un moment, Charlie a annoncé qu'il avait un problème de voile d'avant. On ne sait pas laquelle, on ne sait pas quel type de problème. Et il en a un tout petit peu dit, mais pas trop non plus. Johan est revenu. Puis, à un moment, Charlie a accéléré, lui a pris 40 000. Là, ils sont à 1 200 d'écart au classement de 15 heures. Comment vous expliquez un petit peu ces phases où l'un l'autre peuvent prendre jusqu'à 40 50 000 et puis après, ça se retasse. C'est quoi ? Il y en a un qui va dormir, c'est un changement de voile pendant le relevé. Comment vous expliquez ça ? Ou alors on peut dire qu'au bout de 40 jours de course, les 2 bateaux ont à peu près le même potentiel. Ouais, je serais plutôt tenté de dire ce par quoi tu conclus que finalement les bateaux ils sont assez proches, même s'ils ont des points forts pas tout à fait dans les mêmes secteurs. Et que on a vu ce type de variation assez importante où d'un coup il y avait des écarts de 40 ou 50 000. Ça peut être dû au changement de configuration, ça peut être dû à... Donc Johan il est revenu très très fort, pas seulement parce que Charlie avait un problème, parce qu'on l'a vu aussi décrocher tout le petit paquet dans lequel il était. Donc on voit depuis le début de la course qu'il a cette capacité de se mettre en mode turbo, mais ça doit être très exigeant. Donc à un moment, il avait peut-être un petit peu besoin de souffler et il s'est peut-être dit que maintenant qu'il était dans le wagon de Charlie, il allait pas se passer grand-chose jusqu'au Horn, donc un peu besoin de récupérer. Je pense que tu faisais l'analogie avec le vélo, mais quand l'échappée est partie et qu'à un moment on fait un effort un peu solitaire pour se remettre dans le bon paquet, quand on arrive avec les autres devant, on prend pas tout de suite un relais, On a un peu besoin de souffler. Tu vas rouler derrière. On a un peu besoin de souffler et ça devait être un peu le cas. Et je pense qu'il montre assez bien, Johan, les moments où il a très vite compris qu'il fallait appuyer sur le champignon, sinon là, il se retrouvait du mauvais côté de la barrière. Et les moments où il peut temporiser et qu'il vit très bien que si dans la douzaine d'heures qui suit, il prend 30 000, il n'y a pas mort d'homme. Donc ça donne une grande sérénité. Quant à Charlie, c'est sûr que il aime pas quand il y a une étrave devant la sienne. Donc il reprend 20 000 pour se mettre devant. Mais par principe. Par principe. C'est étonnant cette capacité quand même à pouvoir accélérer, c'est-à-dire ne pas être à fond tout le temps. Il y a quand même de la gestion dans le Grand Sud. Mais bon, ils vont quand même à des vitesses, ils font quand même des journées colossales. Mais malgré ça, ils ont encore de la ressource pour accélérer tout le temps. Ça veut dire que quand on a dit que sur un IMOCA moderne aujourd'hui, sur un Vendée Globe, on se garde quoi sous le coude? Vous avez une idée un petit peu de cette réserve de gestion ou cette réserve de turbo que les marins ont? Là, c'est pareil, c'est Julien qui peut répondre. Moi, j'ai fait une transat Jacques Vabre en IMOCA. L'apéro. Mais oui, mais c'est bien résumé. Julien, il a raison. C'est vrai que la grande force de Johan depuis 4-5 ans,
Et on le voit à chaque fois qu'il fait une transat ou autre, il est capable de mettre le turbo au bon moment, et ça c'est sa grande force. Et après, Charlie, je dirais plus que lui, il accepte pas de perdre 1 centimètre, le connaissant. Donc ouais, il y a ces deux manières différentes de naviguer. Et après, ouais, peut-être qu'il était plus à même de répondre que moi sur la gestion en IMOCA, parce que j'en ai pas fait beaucoup, moi. Bientôt. Inch'Allah. C'est des bateaux, en tout cas sur le papier, qui ont des potentiels qui sont énormes. Mais ce potentiel, il a un coût, c'est vraiment un inconfort énorme. Enfin, Julien pourra en parler un peu plus que moi, mais Toi aussi. on a navigué un peu j'ai navigué un peu sur le teamwork. Et c'est vraiment très inconfortable. Et je pense que dans la durée, ils sont obligés de s'en garder sur le pied pour déjà préserver le matériel. Et puis, prenons. Cette fois, ça doit être la bonne. Alors, j'y arrive. Ah, Paul. Alors, Bah, qu'est-ce qui s'est passé? c'est plutôt à nous de te poser la question. Comment ça va? Ça va. Ça va, tranquille, comme un gars qui fait le long des globes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous faire une petite photo rapide des conditions que tu as et j'allais dire de où tu es. Tu es assez loin, mais de où tu es? Eh ben, on est récemment, mais on doit être à 1900 milles du Cap Horn. Et je suis à peut-être 4000 de la zone d'exclusion des glaces. Voilà. Donc, je suis juste à côté. Il y avait beaucoup de vent et il est complètement tombé depuis pas 2-3 heures. Il y a en gros en moyenne 10 nœuds de vent avec une mer du vent de 30 nœuds qu'on a depuis quelques jours. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ça fait un peu flap-flap dans tous les sens. D'accord. Et Laurence nous disait tout à l'heure que tu avais pas mal d'empannage à faire pour rester le long de la zone d'exclusion. Ouais, l'idée c'est un peu de retrouver aussi un vent qui permet d'avancer un peu. Ouais, je vais voir en fait en fonction de comment rentre le vent. En fait, on est pile à l'endroit dans la transition entre le vent qui est derrière et qui est un petit peu plus orienté à gauche et le vent de devant qui est un petit peu plus orienté à droite. Donc, je suis un peu dans beaucoup de grains. Pas facile de se positionner, mais c'est possible qu'on en panne assez souvent pendant les 24 prochaines heures. Ok, là t'es quand même à peu près au sud du point Nemo, à peu de choses près, enfin juste dans l'axe, et tu dois pas être très très loin, tu dois être peut-être un peu plus sud de là où tu avais abandonné le Vendée il y a 8 ans. C'est une étape importante pour toi d'avoir dépassé ce point-là. Ouais, je te vois, j'y pensais beaucoup au début de la course, enfin pas au début, mais dans l'Indien et tout, et puis là, dans ma tête, je l'avais dépassé le point, quoi. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus nord. Et c'est vrai que je suis content d'être aussi proche du Cap Horn et que je suis assez projeté vers le Cap Horn en ce moment. Je sais que là, on a une petite transition à gérer. On a eu des conditions de vent très difficiles là, les 2 derniers jours parce qu'il y avait beaucoup de grains. Donc c'était en gros un vent entre 22 et 40 nœuds. Donc on était un peu 40 nœuds, on était un petit peu juste parce qu'on essayait de garder quand même les Genac, donc du coup c'était un peu chaud. Et là, après les conditions jusqu'au Cap Horn, elles sont plutôt bien pour nous, donc c'est plutôt satisfaisant. Et j'imagine que si la météo est bonne, ce qui est pas trop le cas là en ce moment, parce qu'on a quand même beaucoup moins de vent que prévu, on devrait pouvoir se rapprocher un peu du groupe, pas du groupe des 3 premiers, mais du groupe de Thomas, Jérémy, Nico, quoi. C'est génial parce que ce serait cool d'avoir un Atlantique Sud où on est une petite 7-8 à se bagarrer, quoi. Ouais, tu te projettes déjà sur l'Atlantique. On a quelques invités avec nous, Corentin Auro, Antoine Loriot-Prévost et Julien Villion, et ils ont quelques questions à te poser. Alors je sais pas lequel d'entre vous veut se mouiller en premier. Allez, Corentin. Ouais, ça va, Paul. J'espère que tu vas bien. Écoute, c'est super de suivre votre petit groupe là, et j'imagine que tu es à fond pour essayer de doubler les bateaux devant toi. Voilà, est-ce que tu penses y arriver avant le Horn ou plus tard, quoi? Ouais, c'est vrai que la gestion de course, elle est quand même un peu différente dans le sud, je trouve, où finalement on est quand même un peu sur le fil du rasoir par rapport à la préservation du matériel et tout. Donc, dans le sud, moi, j'ai pas trop regardé ce que faisaient les autres, enfin, en stratégie un peu, mais quand quelqu'un me doublait en vitesse, je cherchais pas forcément à le rattraper. Je me disais qu'il choisissait ce rythme-là, et donc on choisit un peu nos rythmes.
Donc je t'avouerais que je m'en fiche un peu, même si dès que je peux être devant un bateau, je suis content. Là, tout à l'heure, je voyais Yannick Bestaven, là, il était à 4000 de moi, je le voyais en visuel. Là, avec les grains, il a dû repartir. Mais je t'avouerais que je m'en fiche un peu du classement. Je sais que j'ai envie de pas être loin, en fait, j'ai envie d'être juste dans le match euh, pour, pour parce que je pense que dans l'Atlantique Sud, ça va beaucoup distribuer et voilà, le but c'est quand même de préserver le bateau. On voit bien que dès qu'il y a une petite manœuvre qui tourne pas bien ou une avarie, on perd beaucoup, donc faut faire attention. Et puis là, la météo, elle fait que ça va pas partir par devant là, donc du coup, y a pas vraiment d'enjeu à pousser les bateaux comme des malades. J'ai toujours essayé de faire attention dans les routages à regarder quand ça partait par devant et quand ça partait pas par devant. Et quand ça part par devant, faut pousser, c'est sûr. Quand ça part pas par devant, faut réfléchir à deux fois, des fois, dire est-ce qu'on préserve pas un peu le bateau de temps en temps, voilà. Julien. Ouais, salut Polo. Moi j'avais une petite question. J'avais l'impression en regardant un peu les vidéos et puis que dans ta philosophie, t'as fait des choix de confort à bord qui sont assez light. Ça a l'air d'être de ta manière de faire et savoir si t'avais manqué de quelque chose dans le sud ou si ce confort un peu rudimentaire par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres bateaux était quelque chose sur lequel tu restais ou si un petit chauffage te manquait pas un peu. Ouais, bonne question. Franchement, j'irai bientôt dans le sud. Là, on est à 4 jours de la fin. Donc, même si après le Cap Horn, il peut encore faire un peu froid. J'ai eu une journée de froid, c'est hier. Oui, hier ou avant-hier. Et franchement, pas de problème particulier. J'ai même pas trop utilisé encore les vêtements chauds que j'avais emmenés. Donc, c'est personnel. Je pense que je supporte assez bien le froid. Après, au niveau genre un siège, un peu gros siège confort, comme il y en a qui ont là pour être dans le bateau. Franchement, je l'ai regretté peut-être pendant 2 fois où j'ai fait de la météo où c'était un peu galère. Mais sinon, pas du tout. Et en fait, ce que je remarque surtout, c'est surtout la différence de confort qu'on a par rapport à l'équipage où on était 5, quoi. Quand on est tout seul sur le bateau, c'est vraiment beaucoup plus facile à gérer et du coup, on trouve beaucoup plus facilement des places. Donc, pour l'instant, vraiment pas de regret. Le chauffage, pas du tout, parce que là, ça y est, là, le vent, il va repasser nord-ouest là, demain. Donc, en gros, on n'aura jamais vraiment eu froid. On aura eu une journée. C'était pas trop gênant. Antoine. Ouais, bonjour Paul. Écoute, tu navigues pas sur un plan VPEP, pas encore hein, peut-être. mais j'ai le souvenir sur l'Ocean Race que dans le sud là, il y avait eu des vidéos où ça avait pas l'air simple. Et je me demandais si pour le Vendée Globe là, tu avais trouvé des solutions pour que la navigation dans le sud soit un peu plus sereine. Ouais, ce qui est sûr, c'est que en fait, cette avarie de foil que j'ai eue au printemps, elle nous a posé quand même pas mal de problèmes parce que je suis arrivé au départ du Vendée, j'avais que 10 jours de nav avec les foils. Donc, c'est vrai que j'ai un peu galéré dans pas mal de conditions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le sud, ces foils-là, ils amènent un bateau qui a rien à voir avec le bateau qui était avant et le potentiel, notamment au portant dans la brise, il est vraiment bien meilleur. Donc ça, c'est quand même bien. Après, finalement, on se rend compte que, moi, j'ai pas eu des conditions où on a pu aller vite souvent. On a quand même été souvent freiné par soit du vent trop fort, soit de la mer dans l'Indien notamment. Et en tout cas, je suis assez content les 2 derniers jours là. Les vitesses dans le vent au portant, c'était plutôt bonnes et par rapport à mon groupe et ce qui était quand même loin d'être le cas. Donc le bateau il a quand même vraiment progressé. Beaucoup moins sous-marin qu'avant. Paul, une petite question de vie quotidienne. Est-ce que c'est plus pratique d'avoir un concurrent comme Yannick Bestaven juste à côté pour se caler en vitesse, pour avoir quelqu'un à proximité, ou est-ce que t'aimes bien être tout seul? Ouais, je dirais que c'est bien les deux en fait. C'est bien d'avoir des phases où on est au contact. Il y a 2-3 jours, j'étais vraiment bord à bord avec Sam Goodchild et c'était hyper sympa. On a fait 3 croisements, un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Mais c'est cool. Ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus fatigant
en termes de pression, d'usure, on arrive moins à dormir longtemps, etc. Donc c'est plus une gestion qui est un peu différente. Après, c'est stimulant au niveau régate, donc non, je pense que c'est bien d'avoir les deux, d'avoir des phases où on est un peu tout seul. Et c'est ça qui est pas mal dans le sud aussi, je trouve, c'est que finalement c'est quand même beaucoup plus varié les conditions que ce qu'on peut avoir, ce qu'on a eu notamment dans l'Atlantique Sud où on a passé plus de 15 jours sur le même bord, quasiment avec le même angle et où c'était assez usant nerveusement. Un petit mot sur la remontada de l'ami Boris Herman qui est passé devant en arrivant d'assez loin. Tu l'as vu arriver, tu l'as vu passer. Comment t'expliques ce gros comeback? Bah, moi, ce que j'explique surtout, c'est qu'il n'avait rien à faire là où il était au début, quoi. Enfin, et qu'on savait le potentiel qu'avait ce bateau et dans des conditions de vent dans le sud. Donc c'est un peu, je pense qu'il est plutôt frustré de pas être avec Charlie et Johan que bon, il est content, il est revenu, c'est sûr. Mais je pense qu'il y avait quand même un potentiel. Il se voyait plutôt jouer le podium que d'être dans ce groupe-là. Après, je pense qu'il va pas être très loin et sur la remontée de l'Atlantique, le potentiel du bateau, il sera quand même vraiment beaucoup plus limité et du coup, il y a pas de raison qu'il s'échappe plus que ce qu'il a fait. Voilà, c'est bien parce que je suis plutôt assez content parce que ça fait une semaine qu'on est bord à bord et il est juste devant moi à quelques milles, donc de le tenir comme ça dans les conditions qu'on a eues, qui sont très très propices à son bateau, c'est là que je rejoins. Je crois que c'est Antoine qui parlait, mais je vois bien que le potentiel de Biotherm, il est bien meilleur que celui qu'on avait à Ocean Race. Ok, une petite question environnementale, Paul. Est-ce qu'il y a beaucoup de faune? Est-ce que tu croises pas mal d'albatros? Est-ce que t'as vu pas mal de choses sur l'eau et dans les airs? C'est assez varié. En fait, ça dépend vraiment des conditions et je pense qu'ils choisissent aussi ils doivent avoir un logiciel de routage aussi. Et il y a des moments où on en a eu beaucoup au début de l'Indien, il y en avait quand même plus dans l'Indien. Et au niveau du sud de l'Australie, je trouve là dans le Pacifique, là depuis 2-3 jours, il y en a un peu moins. Après, je suis quand même moins, les conditions de vent sont très fortes, donc on est quand même moins dehors. Mais là aujourd'hui, je suis beaucoup dehors et il y en a très peu. Donc et voilà. Après, il y a quand même pas mal d'autres oiseaux. C'est dommage que je connaisse pas mieux ça. Je me renseignerai un peu sur les différents oiseaux du sud. Par contre, à part Albatros, c'est vrai que j'ai rien vu. Après, on a beaucoup de vent, donc c'est difficile d'observer. J'ai pas vu de mammifères ou de dauphins, tout ça quoi. Super, bah merci beaucoup. On va t'applaudir et on va te laisser faire ton prochain empannage. Le prochain. Merci à tous et à bientôt. Eh ben à bientôt. Merci beaucoup, Paul. Salut. On a l'impression qu'il rangeait son garage en même temps qu'il nous parlait, quoi. Le gars, en fait, c'est une conversation comme une autre, quoi. Il doit avoir ses oreillettes d'iPhone et il discute tranquillement. Bah même chose, bonne voix. Hein, je trouve qu'il est. Nous, on est dans une salle à 80. Il fait chaud, mais lui, il a une super bonne voix, hyper détendue. C'est assez. Ça reste toujours étonnant de voir à quel point ils peuvent prendre du recul dans ces phases d'interview. Je sais pas s'ils se forcent beaucoup, je pense pas, mais c'est toujours assez étonnant, surtout s'il vient d'enquiller quelques empannages. Alors, je lui ai posé la question de Boris Herman. C'est bien tenté, Antoine, d'essayer de lui vendre un plan VPLP, mais il t'a répondu en gros que avec ses nouveaux foils, il avait plus besoin. Hein. C'est quand même. Il a dit que c'était un peu mieux, mais qu'il est quand même derrière Boris. Voilà. Alors, bah Antoine, raconte-nous un petit peu. Dis-nous pourquoi Boris fait ce comeback. Essaie de nous redonner. Tout le monde n'est pas forcément un spécialiste de tous les plans qui sont sur le plan d'eau aujourd'hui. C'est quoi les spécificités du bateau de Boris et comment il fait? Alors, la remarque de Paul était très bonne. Il faut pas une remontada, c'est juste qu'il était pas au bon endroit jusque-là, quoi. Donc c'était assez étonnant. Mais parle-nous un petit peu de ce bateau et de ses spécificités qui font qu'il a remonté plusieurs centaines de milles depuis quelques semaines, quoi. Hein. Bah, Boris, en rentrant de son dernier Vendée Globe, il était traumatisé par le sud avec son ancien bateau, vraiment. Et donc un de ses points clés du cahier des charges, c'était la performance dans le sud, dans la mer, dans les conditions dures, quoi. Vraiment, c'était le top dans le cahier des charges. Et donc ça fait un bateau, je pense qu'on le voit tous visuellement, qui est assez massif. Il est un peu plus large que la nouvelle génération de bateaux, un peu plus haut de franc-bord. Ça, c'est pas obligatoire, mais en l'occurrence là, il l'est.
Et surtout, il a une coque qui est très ronde. On voit des bateaux comme Massif qui sont très tendus, qui ont des formes assez taillées à la serpe. Malaysia, il est très rond, en longi, en transverse, et ça fait un bateau qui est hyper tolérant, passage dans la mer, qui va en théorie moins ralentir, qui va être plus lisse dans ses vitesses, dans les vagues. Et donc je pense que là on l'a vu sur cette phase d'Indien et de Pacifique où il a commencé à lâcher les chevaux. Je pense que c'est le moment où les conditions ont commencé à être un peu dures. Après, on ne sait pas trop s'il a eu des petits soucis avant. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait rien à faire là où il était au début de course. Surtout avec la saison 2024 qu'il a fait, où il fait quand même... Bon, il gagne pas de course, effectivement, mais il fait 2 podiums quand même sur les 2 transats. Donc ça prouve que le bateau, il est taillé pour ces mers-là, mais il est aussi performant dans des conditions plus normales, plus Atlantique Nord en tout cas. Donc on était très frustrés de le voir là où il était, et je pense que c'était plutôt satisfaisant de le voir faire ce comeback. Il y a toujours un peu de frustration de pas le voir se battre avec les 2 avec qui il s'est battu sur les transats en 2024, mais bon voilà, je pense que la route est encore longue, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et quoi qu'il arrive, toutes les places de gagner seront bonnes à prendre. Ouais. C'est quoi l'enjeu pour un cabinet architecte sur un Vendée Globe comme ça? Raconte-nous un peu ce qui se joue aussi, parce que mine de rien, c'est un championnat du monde des constructeurs, donc il y a des commandes qui peuvent tomber derrière, il y a des... c'est pas que du sport, quoi. Pour vous, c'est des moments assez importants. Il y a eu 2-3 petits chambrages quand il y a Antoine Coche qui est venu, tout le monde, mais derrière, il y a une réalité économique, il y a des commandes qui doivent tomber, il y a déjà pas mal de projets Vendée Globe 2028 qui sont en cours. Donc cette phase-là, c'est pas juste de la cartographie pour faire rire tout le monde, quoi. Non, c'est déjà hyper plaisant pour nous. Et qu'est-ce qui se joue? C'est sûr que avoir des bateaux qui gagnent, c'est plus vendeur qu'avoir des bateaux qui sont 24e. Après, sur un Vendée Globe, on sait que tout peut arriver. C'est une course dans la campagne, mais c'est pas l'ensemble de la campagne. Je pense que Boris, sur les régates passées, il a montré tout le potentiel de son bateau. Là, il passe un petit peu, en tout cas, un petit peu en deçà des attentes qu'on avait et que lui avait aussi, je pense, de ce Vendée Globe. Mais ça n'empêche qu'il montre qu'il est là, qu'il montre que son bateau est là. Il l'a montré. Et il y a aussi une notion de fiabilité qui rentre en compte pour nous dans ces courses-là, c'est que c'est des courses de 3 mois. Et un des gros enjeux du Vendée Globe, c'est quand même de faire le tour sans avoir de problème technique. Alors là, sur ce Vendée, on n'en a pas vu beaucoup, mais voilà, je pense qu'avoir des bateaux qui font le tour sans avoir de problème technique, structurel, en tout cas en tout ce qui nous concerne, nous les architectes, c'est très satisfaisant et je pense que c'est une bonne image. Ça veut dire qu'on a compris, je sais pas, mais en tout cas qu'on avance dans la compréhension du fonctionnement de ces bateaux dans ces contrées lointaines où nous, architectes, on n'a pas l'occasion d'aller, quoi. Vous avez un peu d'échange avec les équipes pendant un tour comme ça? Il y a ils vous appellent de temps en temps, vous arrivez à échanger, vous avez des données un petit peu, ou vous êtes laissé un peu dans le bleu? Données, on n'a pas, non. Il y a pas du tout de données qui sont transférées des bateaux jusqu'à la terre. Donc on a 0 données. On aura peut-être des données à l'arrivée. Par contre, on a des échanges avec les équipes techniques. Comme on a une sorte d'astreinte de suivi, quoi, s'il y a besoin. Après, il y a le filtre. Il y a quand même un vrai filtre qui est fait par les équipes techniques maintenant, qui sont quand même hyper professionnelles. Donc, quand on nous appelle, normalement, c'est pas hyper bon signe. Mais il se peut que ça soit des petits pépins. Typiquement, Damien Seguin, là, qui a décapsulé sa cadène. Voilà, on a été appelé par Jean-Charles, son directeur technique, pour mettre en place une procédure de réparation et puis se rassurer qu'on n'ait pas abîmé quelque chose de structurel, s'assurer que Damien puisse faire la réparation. Il pouvait pas du tout le faire dans les conditions dans lesquelles il était à ce moment-là, donc c'est être sûr que ça mette pas en péril l'intégrité du bateau d'attendre 2-3 jours comme ça, même s'il y avait carton voilà. Est-ce que Damien peut naviguer 3 jours avec son trou dans le bateau si c'est étanchéfié? Ouais, voilà. Donc on a des petits contacts comme ça avec eux, mais ouais, c'est pas plus. Donc il faudra vraiment attendre la fin du Vendée pour faire une analyse approfondie. Là, vous aurez accès aux données, vous pourrez faire évoluer vos propositions architecturales. C'est que à ce moment-là où vous déjà, ça commence à vous réfléchissez, vous regardez, vous êtes comme toutes les équipes. À chaque épisode, il y a quelqu'un à table qui dit mais sur les vidéos on voit que. Donc tout le monde décortique un petit peu dans son coin. Vous faites pareil ou ouais, comme tout le monde, ouais. On décortique les vidéos, la carto.
On a analysé les données de tous les bateaux. Là, on a réussi à récupérer tous les datas des bateaux au rythme de la carto, mais ça nous Les permet datas de des faire, positions, hein, pour être précis. Hein. ouais, position, vitesse, on télécharge des états de mer et ça nous permet d'analyser un peu les performances des différents bateaux, de comparer avec ce que nous on a pu imaginer des bateaux et après à l'arrivée, c'est avec les équipes avec lesquelles on aura la chance de travailler. Je pense qu'on pourra étoffer notre banque de données. En tout cas, on n'attend pas l'arrivée du Vendée et d'avoir signé un bateau, parce qu'on n'a pas encore signé malheureusement. On n'attend pas ça pour travailler. On a déjà pas mal avancé sur la réflexion sur ce que pouvait être le prochain bateau. Et non, c'est sûr qu'on travaille, c'est un travail en continu. On dessine des carènes, on imagine des foils, on imagine des comportements de bateau. On se repose des questions sur le typage du bateau quand on voit les deux de devant qui se tirent la bourre comme ça. Voilà, il y a plein de questions à se poser en continu sur une course comme ça. Julien, quand on a travaillé pendant 3 saisons avec une skipper qui est engagée sur le Vendée, on suit comment le Vendée Globe? Tu fais partie de l'équipe, même chose, t'es au taquet H24, parce que c'est pas ton seul engagement, donc tu travailles avec d'autres gens aussi. Donc comment tu vis un Vendée Globe à terre quand t'as travaillé d'aussi près avec Justine? Bon, c'est vrai que moi j'ai du mal à décrocher. Quand on a été impliqué pendant 3 ans auprès d'elle et avec une telle connaissance du bateau qu'elle utilise, d'autant que je regarde pas mal la météo, aussi pour produire un débriefing derrière. Donc j'essaie de m'y coller un peu quotidiennement, d'une parce que ça m'intéresse et deux parce que ça sera des choses utiles pour refaire le match avec elle. Néanmoins, je devais être, comme tu l'as dit en préambule, sur le tour du monde. Donc moi, j'avais pas de rôle vraiment opérationnel dans l'astreinte qu'ont les équipes. On s'était organisé sans moi. Finalement, les circonstances ont fait que je suis là cet hiver, donc j'ai demandé à réintégrer le groupe qui est le fil d'échange avec le bateau pour voir ce qui s'y passe à bord et comprendre si jamais. Mais on a une super équipe technique qui est au point sur toute cette astreinte et qui a bien fonctionné depuis que le projet existe. Donc moi je suis un peu juste spectateur des échanges, mais j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait à bord. Donc j'interviens pas, mais je vois ce qui se passe. Et alors, elle te surprend ou pas encore, Justine? C'est peut-être toi, t'es peut-être le seul à pas être surpris par la perf qu'elle fait là. Ouais, non, moi je suis pas surpris. Néanmoins, j'aime souligner que voilà, de ce top 11, parce qu'elle est 11e, mais elle est quasiment, on peut parler de moi, elle est à la fin du bus du top 10 et qu'elle a le plus vieux bateau de ce groupe-là. Donc elle fait une course remarquable. C'est l'ancien Charal 1 pour mémoire. Hein. Exactement, qui avait été construit Plan pour VPLP. pour la campagne précédente. Et non, bah moi j'avais aucun doute sur le fait qu'elle est vraiment typée pour ce type de format. Justine, elle s'exprime sur le temps long, c'est un super marin, une super marin qui est un modèle pour moi dans la gestion de son matériel, de son bateau. Elle sait vraiment rester dans son rythme, et je crois que Paul il faisait une très belle description de ça tout à l'heure en disant je laisse passer, mais je choisis mon rythme, et c'est comme ça qu'il faut aller dans le sud, et surtout pas surréagir à quelqu'un qui serait en feu sur 24 heures et qui mettrait la séquence, je te coupe un peu, mais la séquence de Paul qui explique ce que c'est que la gestion du rythme, c'était vraiment. Ouais, très très intéressant. En fait, c'est le cœur de leur savoir-faire là dans le sud. C'est pour un marin moderne, c'est vraiment l'expertise ultime, c'est d'arriver à gérer ça de la manière dont ils le gèrent tous, quoi. Hein. Il faut arriver à très très bien moyenner et trouver les configs qui font pas mal au bateau mais qui vont vite. Donc c'est en permanence triturer le cerveau pour avoir la bonne voile, la bonne amplitude de foil, que le bateau il ait des vitesses régulières, que ce soit pas en dents de scie où on sollicite beaucoup le matériel. Et Justine, c'est un de ses points forts. Donc grâce à ça, je pense que elle a un bateau en bon état, elle a des rythmes très très réguliers. Et c'est ce qui l'a amené ici. En plus, elle aime pas le dire, mais elle a de très bonnes capacités de prise de décision en stratégie. Elle est assez claire, très méthodique, très organisée. Donc, franchement, elle coche beaucoup de cases. Donc, je serais curieux de la voir avec un bateau qui a
encore une génération d'avance et qui lui offre des facilités. Là, forcément, elle est un peu limitée. C'est la génération de bateaux d'avant avec une carène qu'on n'a pas transformée. On a de nouveaux foils VPLP dont on est très satisfait. Mais au bout d'un moment, on reste quand même limité par les choix de carène de l'époque qui passent pas bien dans la mer. Donc, elle a encore un petit courant de potentiel en moins, mais espérons que la météo soit en sa faveur. Corentin, toi, le Vendée Globe, c'est ton prochain objectif ? Je schématise à grands traits. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, du coup, quand on prépare le prochain Vendée Globe, comment est-ce qu'on suit ce Vendée Globe-là ? Bah voilà, un peu comme Julien, tous les matins, c'est au réveil, on passe 1 heure, 1 heure et demie sur l'ordinateur à regarder ça. Et bah ouais, ça donne vraiment envie. Et pour revenir sur Justine, bah c'est vrai qu'elle est très 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 impressionnante. C'est magnifique à suivre. Et comme a dit Julien, elle mérite d'avoir un bateau neuf pour la prochaine fois. Elle pourra faire vraiment des très très belles choses. Et puis bah non, on suit ça. Après, c'est vrai que je mentirais en disant que je suis l'arrière de la flotte. Je regarde un peu, mais je suis plutôt focus sur les deux de devant pour voir les trajectoires, etc. Mais non, j'ai vraiment envie d'y être et c'est vrai que c'est un bon exercice. Johan, il avait fait l'exercice pour tout le monde. Voilà, j'essaye de faire un peu cet exercice-là avec chez lui moi, du Vendée. pas pour tout le monde, voilà. Qu'il refait maintenant, Ouais, du ça, coup, c'est en direct super depuis son sympa, bateau, ça d'ailleurs. c'est la classe. C'est vraiment génial à regarder ça aussi. Ouais. Juste pour mémoire, hein, Justine, elle était avec Clarisse et Sam, hein, qui sont aujourd'hui quasiment 1400 000 derrière. Donc ça se joue. C'est un truc qui est assez fascinant quand même. Hein, c'est qu'un petit décalage, un petit décrochage, et ça se paye assez cher au fil des jours, au fil des semaines. Je crois que j'ai dit, je m'auto-cite. Je crois que j'ai dit que c'est vraiment typiquement le Vendée Globe où tu n'avais vraiment pas le droit à l'erreur du tout, quoi. À part Johan qui a réussi à revenir de 300 000, sinon, jour après jour, semaine après semaine, il y a peu de décrochages qui puissent être rattrapés. J'ai ce sentiment-là depuis le début. Donc nous, on dit toujours ça part par devant, et c'est souvent comme ça. Certes, mais ça veut dire que depuis le début, quasiment le premier jour, il y a voilà, ceux qui se sont décrochés le premier jour, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans le paquet de tête aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là aujourd'hui, mais sportivement, c'est un Vendée Globe qui réclame d'être tout le temps dessus, quoi. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bah, on n'a jamais connu un Vendée Globe comme ça. Hein. C'est vrai que depuis le début, on a l'impression qu'ils sont sur un Figaro, quoi. Donc c'est impressionnant à regarder. Et puis comme tu dis, bah la moindre erreur se paie cash. On a vu le pauvre Thomas Ruyant qui a peut-être pas mis le bon rythme au bon moment. Ou je sais pas. Moi, je pense qu'il avait un petit truc de cassé, mais ça c'est que ma vision des choses, mais ouais, il y a vraiment pas le droit à l'erreur. Et comme tu l'as souligné, bah Justine, c'est incroyable, quoi. Je sais pas, c'était il y a pas si longtemps. Non, c'était il y a pas si longtemps. Elle était avec eux. Avec Justine. Il y a 15 jours. Et Sam, qui ont des très bons bateaux. Avec Boris. Aussi, avec Boris. Souvenez-vous du post de l'équipe de Boris sur Boris et les drôles de dames, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était il y a vraiment pas longtemps. Voilà. Donc faut saluer ça, ouais. Sur cette course, qui part par devant. Alors. Non seulement elle part pas devant, mais du coup elle tolère peu d'erreurs, je trouve, quoi. En tout cas pour être dans le paquet de tête. Peut-être ce qui est aussi propre à cette édition du Vendée, c'est qu'il y a un plus grand nombre de concurrents qui est capable de maintenir un tel rythme. Parce que bon, même si on parle beaucoup du rythme des deux fous furieux de devant, jusqu'il y a encore pas longtemps, on peut dire jusqu'à Sam et Clarisse, c'était encore de belles moyennes et des rythmes dans la gestion et dans la façon de mener les bateaux qui étaient assez élevés, et en plus de la fiabilité pour tout le monde. Donc on a beaucoup plus de concurrents groupés. Et forcément, ça génère plus de séparation visible au niveau de la météo, parce que c'est de la régate, quoi. On se retrouve plus avec des gens isolés avec un tous les 500 000 dans l'océan, mais plutôt un groupe de 10 et qui régate. Donc ça nous saute plus aux yeux le fait de voir les enchaînements météo et les gains pertes stratégiques, ce qui rend la course d'autant plus intéressante. Et on a souvent dit aussi qu'il y avait beaucoup plus de concurrents que d'habitude, ce qui changeait un peu la lecture de la course. Mais juste pour l'anecdote, le dernier qui est Denis Van Wijnberg, qui est 36e, il a quasiment 7000 milles de retard par rapport au premier, quoi. Mm-hmm. Ça commence à compter. Je ne sais pas non plus s'il y a déjà eu autant d'écart, peut-être
Peut-être Yves Parlier quand il s'était arrêté plusieurs jours, je sais même pas. Un petit mot sur le timing de passage du Horn, et je vais l'afficher. Hop, on a souvent fait ça, c'était... C'est 19h, ça, non? Pas encore. Alors il y a 19h, bah, merci, il y a toujours quelqu'un pour me rappeler qu'il faut rafraîchir à 19h. Voilà. Non, surtout ce que je voulais souligner, c'est que ce qu'on a dit au tout début de cette émission, c'est que cette fois le rythme s'est quand même très largement accéléré. Donc, ouais, Charlie est à 7007 de Johan, donc il a perdu 5005 depuis le classement précédent. On va dire que c'est à peu près stable. Une hémorragie, quoi. Peut-être qu'il le vit comme ça. Non, ce qui était intéressant, c'est... je cherche l'endroit où était... je vais réafficher l'endroit où était Armel, qui donc a le record, hein, alors qu'il était beaucoup plus nord. Et il est 1, 2, 3... Et je crois que... Voilà, 4. Ils ont quasiment 4 jours, c'est ça, hein, je me trompe pas? Ils ont quasiment 4 jours d'avance et qu'ils ont créé ces tout derniers jours. Donc c'est là où on voit aussi que c'est vraiment très très rapide. Est-ce que donc c'était 74 jours le temps d'Armel, c'était 74. Donc là ils sont dans un temps de 70 jours, on va dire. Sur le papier. C'était 47 au Horn, Armel. Ouais. Donc ça fait, ils doivent être on est au cas combien? C'est marqué en bas normalement. 42, 43e jour. C'est marqué où? C'était 42. Ouais, 42 ce matin. Ouais. Donc 5 jours. On attaque le 43e jour demain. On attaque le 43e jour. Donc ils sont dans les temps d'un, si jamais ça se 70. stabilisait, d'un 70 quoi. Voilà. Surtout que Armel avait une remontée, on en parlait en préambule, pas facile de l'Atlantique, donc il y a du temps à gratter là. Ça pourrait faire 70 ou un peu moins vu le potentiel des bateaux supérieurs. Tout ça, ça fait beaucoup de bonus. Antoine, vous avez fait tourner plein de... Virtuellement, vous faites tourner plein de machines autour du monde tout le temps? Ouais, tout le temps. Et effectivement, là, ils sont sur des temps qu'on trouvait, nous, dans nos outils de prédiction de performance quand on routait les bateaux. Et je pense que là où on va encore voir du gain, c'est sur cette remontée de l'Atlantique, où l'énorme gain qu'ont fait les bateaux en performance, c'est aux allures serrées. Je pense que dans le sud, ça va vite, ça va plus vite, mais c'est pas là où ça va vraiment beaucoup plus vite. Dès que c'est un peu serré, même dans les phases de transition, là, il y a tout de suite des écarts de 5 nœuds qui peuvent se créer avec des bateaux d'ancienne génération. Armel, il faut noter qu'en 2016, il avait des tout petits foils qui étaient vraiment efficaces sur un tout petit secteur de la polaire. Là, maintenant, les foils, ils sont efficaces tout le temps. C'est-à-dire que sur les phases notamment les phases alizéennes, un peu reaching, un tout petit peu ouvert là, ils vont voler quoi. Ouais, ils volent, mais même au près, maintenant, ils arrivent à quasiment voler au près. Bon, c'est toujours du près. C'est pas du près comme on connaît entre trois bouées, mais c'est du près, ouais, ça vole. Et c'est sûr que dès qu'ils abattent un peu, là, les compteurs, ils s'affolent tout de suite. Et c'est là le cut, il se fait vraiment là, sur ces allures serrées maintenant, avec les nouveaux bateaux. Alors, il y a beaucoup de monde ce soir, grâce aux vacances scolaires, mais on va faire la petite séquence de questions-réponses. Donc, levez la main si vous avez des questions. Vous êtes très nombreux, mais très timides. Ah, voilà, une question. Bonsoir. Tu disais regarder tout à l'heure, analyser les performances pour pouvoir dessiner de nouveaux bateaux, etc. Et ça m'intéresse de savoir quels paramètres tu arrives à décrypter sur la carto et dans les chiffres dont on a accès là sur la carto sans avoir les analyses de données, etc. que tu regardes précisément. Et ensuite, qu'est-ce que tu regardes a posteriori dans les données que tu as après du bateau? C'est peut-être un peu technique, mais... Voilà, avec les données qu'on a sur la carto, on a les vitesses et la météo. Donc on arrive à recréer une polaire assez simplifiée de chaque bateau. Donc ça reste très simplifié parce qu'il y a quand même... et on télécharge des états de mer aussi pour intégrer une notion d'état de mer dans nos réflexions et dans les analyses de performance. Et ensuite, quand on a les datas, on regarde plus en détail les attitudes des bateaux en fonction de ce qu'on a, en fonction de la polaire qu'on a sortie assez simplement pendant la course. Qu'est-ce que tu appelles les états des bateaux? Les attitudes. Les attitudes. Ça va être les gîtes moyennes, les trims, les... Ah oui, ça c'est les bateaux VPLP sur lesquels tu récupères ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Dès qu'on arrive à récupérer des datas, on se sert un peu de toutes les sorties de centrales inertielles qui nous permettent de comprendre un peu mieux comment se comportent les bateaux dans ces zones-là
Et du coup, À l'arrivée. à l'arrivée, exactement. Et après, de modifier le cahier des charges des bateaux, modifier les points de fonctionnement cibles sur lesquels on se concentre pour dessiner les bateaux. Non, ces choses-là. Ouais. Et donc dire en théorie au skipper, pourquoi t'as pas essayé de mettre par exemple, je sais pas, plus de rec que de foil ou c'est quoi ton inclinaison de quille, pourquoi t'as choisi celle-là? Est-ce qu'il y a ce genre de rapport que vous arrivez à prédire et que lui te dit mon feeling de marin c'est que ça passait mieux? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un débriefing qualitatif? Parce que en fait, vous faites le quantitatif, mais est-ce qu'il y a un débriefing qualitatif? On essaye, ouais, tant bien que mal. Après, c'est des courses qui sont tellement longues que refaire le fil de la course pour le skipper, c'est pas simple. Mais on essaye effectivement de sortir ces infos-là. Après, nous, de notre chaise, on aura du mal à lui dire pourquoi t'as pas mis ce rec-là, t'aurais été plus vite. Et pourtant. Mais par contre, non, comprendre pourquoi il a fait ces réglages-là, c'est intéressant et ça nous permet de comprendre le comportement des bateaux et puis surtout aussi revoir nos modèles physiques derrière nos outils de conception pour être sûr que nos outils de conception se rapprochent le plus possible du comportement réel des bateaux pour que quand on simule qu'on fasse une simulation dans telles conditions, avoir un comportement de bateau qui soit le plus proche possible de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a si je comprends bien, il y a une boucle entre la théorie que vous pratiquez pour proposer une carène et la réalité, et c'est cette boucle architecturale qui permet de rapprocher le plus possible et en permanence la carène virtuelle que vous dessinez au départ de la vérité, quoi. Ouais, c'est ça. Et on sert aussi, Julien le notait à l'instant, on sert aussi pas mal des fibres optiques qui équipent de plus en plus les bateaux, notamment sur les appendices. Et de ces fibres optiques, on en sort énormément de choses maintenant. En fonction de l'attitude des bateaux et des charges dans les fibres optiques, on peut en sortir plein de données qui sont pas quantifiables à bord. Et ça, c'est aussi hyper riche. Donc on se sert des déformations de foil, etc., quoi. Ouais. Et même maintenant avec le travail des matériaux, quoi, même. Ouais. Et avec des programmes d'IA, on peut ressortir aussi maintenant le RM du bateau, la FZ du bateau, la FZ du foil. Enfin, on en sort des données qui sont importantes pour la conception du bateau, mais qui sont pas mesurables à bord. Donc, on boucle beaucoup entre la conception et les données du bateau. Ouais. Une autre question? C'est le coin des bons élèves, là. Moi aussi, j'ai une question pour toi, Antoine. On sait que chez Gitana, il y a un simulateur pour le nouveau bateau. Donc, on entend souvent Charles en parler, dire que Héron Israël est dessus. Est-ce que vous, pour les IMOCA, toi qui es plutôt axé sur les IMOCA, vous pensez à ça, ou vous en avez un, ou peut-être des intelligences artificielles qui peuvent t'aider Nous, non, effectivement, on a développé notre simulateur chez VPLP. Donc, on a un simulateur dynamique propre à VPLP, dont on maîtrise le code. C'est vraiment un outil en interne. Et pour lequel on a vraiment travaillé sur le passage dans la mer. C'est un peu le point faible de ces simulateurs, c'est le comportement dans la mer. Et on a fait une étude, une thèse. On a un thésard qui a bossé sur la réaction du corps dans l'eau pour que les réponses hydrodynamiques soient le plus proche possible de la réalité de la course au large. C'est vraiment un simulateur orienté course au large. Donc on a ça et on l'utilise de façon extensive pour une campagne IMOCA, c'est pendant la conception et puis pendant toute la vie du bateau pour aider le skipper et les équipes à mieux comprendre le bateau avant la mise à l'eau, comprendre le bateau pendant les premiers essais, entraîner le pilote automatique, des nouveaux appendices, tester des nouveaux réglages. Donc ouais, on s'en sert de façon très extensive, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous allez prendre le micro. Une pour les marins. Bonsoir. Je trouve que ce Vendée Globe est le premier où les gens sont vraiment, enfin les marins sont en super forme quand on les entend parler. Et on a l'impression d'avoir une jackpot, quoi. C'est vraiment impressionnant, leur état de forme. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que marin après autant de jours seuls? Et puis quand on les appelle, ils sont vraiment très contents de nous parler, quoi. Donc, et est-ce que c'est, du coup, pour la suite, est-ce que c'est le marin ou le bateau qui va faire la différence? Vous avez 2 heures. C'est une bonne question, mais oui, c'est vrai. Je pense que déjà, malgré tout, la solitude doit commencer à peser un peu.
Ça fait 43, on disait 43 jours qu'ils sont partis, donc ils sont contents de. On entendait Paul tout à l'heure, je pense qu'il est super heureux d'avoir quelqu'un à la vacation pour parler un petit peu. Donc déjà ça c'est le premier point, et puis après Julien en a parlé avec Paul justement sur les éléments de confort. Il y a eu un gros travail là-dessus avec depuis quelque temps les cockpits fermés, les sièges sur amortisseurs, etc. Sauf Paul donc hein. Sauf Paul, voilà, qui est un peu plus un warrior. Mais ouais, il y a eu des gros travail là-dessus. On voit aussi Charlie, on a eu accès à sa studette en vidéo, donc on voit qu'ils ont travaillé sur les matelas, sur voilà tout. En fait, tout est en train de se professionnaliser de plus en plus, chaque jour, chaque mois, tout le temps. Et voilà, maintenant ils sont sur les détails de confort. Donc je pense que ça c'est une partie de la réponse. Que voilà, le confort a été poussé. C'est un curseur qui a été poussé par rapport aux éditions d'avant. Julien ? Pour compléter, peut-être juste dire que dans cette boucle dans cette génération de bateaux, en tout cas un enseignement du dernier Vendée Globe, c'est que les bateaux avaient les capacités d'aller vite, mais que c'était tellement inconfortable. Je me souviens encore d'une vidéo de Thomas, je crois, qui disait qu'il avait été obligé de ralentir juste pour aller faire ses besoins parce que c'était invivable. Faut pas imaginer que cette nouvelle génération ça soit les vacances, mais en tout cas le confort a été pensé au service de la performance, c'est-à-dire que les bateaux ils ont la capacité d'aller très très vite, mais faut à un moment faut un peu être harnaché, protégé, bien installé, avoir la vue sur l'extérieur et les voiles, parce qu'on va pas pouvoir trop bouger du siège pendant ce court laps de temps où faut être à l'attaque. Et cette notion d'être à l'attaque, elle peut varier d'une douzaine d'heures pour franchir un système météo à plus long. Mais en tout cas, moi je crois vraiment dans l'idée que si on est confortablement, c'est du confort à l'échelle Vendée Globe, hein, pas à l'échelle d'Interrail, mais que ça participe vraiment à la capacité du marin à durer longtemps dans les hautes vitesses, dans l'engagement qu'on peut mettre au service de la performance. Et donc ça a été compris par la plupart, et ça les aide à tenir longtemps à ces vitesses-là. Pour compléter avec ce que tu dis, j'ai animé une conférence avec Damien Seguin avant le départ des Vendée Globe, au moment du défi Azimut, et pour la première fois on parlait du paramètre humain de la performance et de la performance humaine. Et on est dans un écosystème qui a beaucoup investi depuis toujours et qui met tout l'argent qu'il y a. Il y a beaucoup d'argent, mais il le met d'abord dans le matériel. Et depuis relativement peu de temps, il commence à le mettre dans les marins, parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, ça commençait dans certaines conditions à être un paramètre limitant. Et donc, du coup, il fallait investir dans ce paramètre de la performance qui était jusque-là sous-investi. Donc, vous avez tous vu les posts Instagram, ils font tous du sport à outrance, mais depuis, au final, si on se projette sur l'histoire de la course au large, depuis pas si longtemps que ça. Et surtout, on commence à mesurer... Non, depuis pas si longtemps que ça. Je regarde Elliot. Thomas, il a toujours fait énormément de sport. Ça a été un de celui qui a... Et Jean Le Cam aussi. Non. Voilà. Justement. Non, mais cette culture de la préparation physique, elle a 2 Vendée Globe, 3 Vendée Globe. Pas beaucoup plus. La culture de l'entraînement dans la voile, elle date du passage à la monotypie à Port-la-Forêt. Avant, on sortait pas les bateaux parce qu'on les abîmait. On n'utilisait pas les voiles parce qu'on les abîmait. Sans vouloir refaire toute l'histoire, mais surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est le traitement du skipper comme paramètre de la performance. Et jusque-là, c'était pas encore complètement intégré. Il y a eu des belles blessures aussi dernièrement, quoi. Donc, et il y a notamment eu Retour à la base, qui a été une course assez centrale dans la prise de conscience, parce qu'il y a eu des accidents qui auraient pu être très très graves. Donc là, c'est le côté préservation des skippers. Mais là, on rentre dans une phase qui est celle de l'optimisation de la performance humaine. Et par exemple, Damien Seguin a plein de capteurs qu'il partage sur son site, et il fait plein de tests. Enfin, on rentre dans une phase où j'en ai fini après, mais dans la conférence qu'on avait faite avec lui, à un moment, on lui demande, mais du coup, quand tu t'apprêtes à monter, on va reprendre l'analogie des cyclistes, avant de faire les 24 lacets ou les 32 de l'Alpe d'Huez, ils prennent un gel, ils bouffent une barre, parce qu'ils vont avoir une grosse dépense. Jusqu'à il y a pas très longtemps, il n'y a pas beaucoup de marins qui, avant d'enchaîner une séquence de 2 empannages, mangeaient ou se préparaient spécifiquement pour ça, quoi. Et ça, toute la partie, notamment la nutrition, est en train d'arriver de manière beaucoup plus importante, quoi. Donc voilà, je complétais la réponse à
à mon échelle à moi. Oui, pour compléter sur ce que tu disais là, est-ce que justement on dispose de data sur les skippers eux-mêmes, sur leur santé, sur des data de performance? Et je pense notamment à des coureurs cyclistes qui envoient telle puissance. Est-ce qu'on est capable sur la durée de mesurer ça? Nous, on est déjà limité sur le Vendée Globe, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'échange de données entre le. Donc, mettre un système en place au sein d'une équipe, c'est pas simple. Il y a une étude en cours. Hein. Il y a un Oui, médecin qui fait une étude auprès d'une dizaine de skippers. Voilà. Ouais. Et donc, il y a une dizaine de skippers qui sont équipés de capteurs pour plutôt avoir un état avant, après, pour avoir des enseignements sur ce que c'est que de faire 70 jours en mer avec le niveau d'effort physique fourni tous les jours, l'inconfort, le changement de régime alimentaire, parce qu'on mange pas comme si on était à terre. Donc, l'hydratation, la privation de sommeil. Enfin, voilà, je pense qu'il en ressort tout un tas d'éléments. Après, le principal, donc il y a énormément de préparation pour progresser dans ce domaine-là, dans tous les aspects. Sommeil, nutrition, préparation mentale, physique, enfin, tu les as à peu près tous abordés. Et il y a aussi énormément d'expérience. On voit que ceux qui sont devant et qui ont l'air d'avoir une bonne gestion, ce sont des gens très, très expérimentés. En tout cas, on les voit jamais en zone rouge. Donc, en tout cas, ils se filment pas, ils nous en parlent pas, quoi. Voilà. Et un dernier point pour répondre à votre question tout à l'heure, monsieur. Par contre, ils ont la voix claire, mais sur les images, on voit quand même les visages se marquer au fur et à mesure. Il n'y a pas que la barbe. Oui, mais oui, tout à fait. Mais je pense qu'on fait une photo avant le départ et maintenant, il a des poches sous les yeux, quoi. Enfin, les visages, disent beaucoup de choses, quoi. Peut-être plus que la voix, quoi. Et une autre question? Eh ben, parfait. Il est 19h38. Un grand merci à vous trois. On va vous applaudir. Merci. Merci beaucoup, un grand merci à tous les trois et merci en particulier à nos partenaires Arken et le défi Azimut. Merci aussi à toutes les équipes de la Cité de la Voile. Et ce soir, c'était Xavier, comme déjà plusieurs soirs de suite, qui était à la console. Voilà, merci à vous d'être venus aussi nombreux. On se retrouve lundi à 18h30, mais pas en présentiel. On va prendre quelques vacances quand même, donc on va faire ça à distance. Mais on se retrouvera le mardi pour la diffusion en podcast. Et on se retrouve du coup début janvier. Je n'ai pas la date en tête. Si vous m'aidez, si. Le 6 ? Je crois. Le 6, il y en a qui ont déjà pris leur place. Et on se retrouve le lundi 6 janvier. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci encore à tous les trois. Bonne soirée. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pause Report Live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de lundi prochain, l'accès est gratuit, mais pensez à réserver votre place sur deepanshaft.com.